Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis attriquée comme ça. En fait, peut-être pas, mais je vous le dis, je m'habille pas comme ça normalement. C'est que je vais vous faire ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec de Sylvain Desmentiers qui se déroulera pendant tout le mois d'avril et le thème cette année, c'est la machine à voyager dans le temps. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sylvain qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi le concept de ce Readathon, mais pour vous donner une petite historique, c'est une activité sur Booktube Québec qui a commencé pendant la pandémie alors que nous nous emmerdions tous en cœur. Et ça a comme créé un momentum qui a lié la communauté Booktube Québec ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé nos soirées virtuelles et c'est l'un des déclencheurs qui fait que Booktube Québec est ce qu'il est maintenant. Le concept est assez simple, c'est-à-dire qu'on choisit une année. Moi, j'ai choisi l'année 1992. Nous voyageons dans le passé jusqu'à cette année et pour les 7 sous-thèmes qu'il nous propose, il faut lire des romans ou des ouvrages ou bref, de quoi que nous aurions pu lire à ce moment-là, c'est-à-dire des trucs qui étaient publiés. Fait que ouais, attendez-vous à voir des vieilles patentes. Vous me voyez donc aujourd'hui avec les boucles d'oreilles que j'ai portées toute l'année de mon secondaire 5 et un t-shirt d'une compétition de patin. C'est pas 92, c'est 93 parce que le seul t-shirt de 92 que j'avais, il est tellement transparent que genre ça aurait pas été correct pour les 18 ans et moins. Mais si vous voyez ici, hop, c'est bien écrit 1993. Oui, j'ai encore ça et oui, c'est normal et non, c'est pas le seul. Je vous ai dit que je n'étais pas grand-chose, hein. C'est ça. Pourquoi j'ai choisi l'année 92? C'est qu'en 92, moi j'avais 16 ans, je passais du secondaire au cégep et ça a été une année, ma foi, assez passionnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'allais au secondaire dans une école de filles. J'avais ma gang d'amis à qui je parle encore aujourd'hui, mais je suis sortie d'un milieu hyper organisé pour débarquer au cégep. Genre, dans tous mes cours de cégep, à part dans le cours de conditionnement physique, je ne me rappelle pas qu'un professeur ait pris les présences. Et pour moi, arriver dans ce grand bâtiment qui avait l'air un peu d'un labyrinthe et où il y avait, dans ma classe et dans le centre social, des gars, c'était comme « Oh my God, je suis arrivée au paradis ». J'ai donc commencé ce qui s'appelait à ce moment-là les sciences pures, c'est-à-dire maths, chimie, physique, bio. Heureusement pour moi, c'est des choses que quand t'as compris, t'as pas tant besoin d'étudier. Puis si tu les livres, t'as pas tant besoin d'écouter non plus. Résultat, j'allais très rarement à mes cours. J'ai passé 2 fabuleuses années au cégep. C'est aussi le moment où j'ai commencé à sortir dans les bars. Imaginez-vous que j'étais vraiment plus jeune que tout le monde quand je suis entrée au cégep. Résultat, mes copains, ils avaient presque toutes leur voiture, ils avaient presque toutes 18 ans, c'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir. Alors moi, j'étais désespérée, j'avais 16 ans, j'avais l'air d'en avoir 12, mais heureusement, les photocopieuses couleurs existaient et il y en avait une au bureau de mon père. Oui, c'est mon papa qui m'a fait ma fausse carte en 1992 pour que je puisse suivre mes amis. À cette époque-là aussi, j'ai réalisé que je pouvais sortir du mercredi soir au dimanche soir jusqu'à 3 heures du matin et être parfaitement en forme pour mes cours à 8 heures le lendemain. Ça l'a bien changé. Dans mes temps libres, j'étais une petite patineuse. Je faisais encore pas mal de patinage artistique où j'avais mon autre gang d'amis. En fait, mes parents étaient terriblement indulgents parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pris quelque chose comme 1 pied en l'espace d'un été, probablement 30 livres aussi. Résultat, après mes 15 ans, les performances en patinage artistique, ce fut terminé. Alors, j'allais traîner à l'aréna avec mes amis et mes parents payaient un prix exorbitant pour me permettre ça. Ils étaient genre tolérants. C'est aussi l'année où j'ai eu mon permis de conduire parce que mon papa en avait un peu son voyage de venir me chercher à 3 heures du matin quand je sortais des bars. Donc, 16 ans, 2 jours, j'avais mon temporaire, c'était nécessaire. Je lisais toujours autant et c'est aussi à ce moment-là que mon obsession pour Paris s'est réveillée. Parce que non seulement c'est l'année où j'ai lu Notre-Dame de Paris, où j'ai lu Le Fantôme de l'Opéra et Les Misérables aussi, mais c'est l'année où j'ai fait mon premier voyage en Europe avec mes parents et l'équipe de hockey de mon frère. Je vais passer rapidement sur tous les souvenirs un peu déjantés que ça peut représenter d'aller en Europe avec une gang de flots et leurs parents dans le temps des fêtes. On va dire que j'y ai fait plusieurs apprentissages. Ceci dit, le souvenir que j'ai de tout ça, c'est que quand je suis débarquée et que je voyais les escaliers en fer forgé à Paris, je capotais. Et quand je suis arrivée sur le parvis de Notre-Dame, c'était une émotion incroyable. Même chose quand j'ai vu l'Opéra de Paris et je cherchais la première loge numéro 5 qui était la loge du fantôme, c'était fabuleux. Et ma passion pour Paris ne m'a jamais lâchée depuis. J'y ai d'ailleurs habité quelques mois, merci à mes copines. Et je sais pas si vous avez pu lire les textes qu'il y avait dans mon album des finissants et le texte qui avait été lu à mon bal des finissants qui avait été écrit par un prof. Mais en secondaire 5, ce que je faisais dans mes cours, c'est que je lisais des romans. Je pensais que j'étais bien discrète, mais tout le monde le savait.
Si on regarde avec aujourd'hui, il y a quand même des similitudes. Ça parle aussi de nombreux amis un peu partout sur cette planète. Dans ce temps-là, j'avais des correspondantes à qui j'écrivais papier. Maintenant, j'ai des amis blogueurs, bookstagrammeurs, des amis youtubers à qui je parle et qui sont encore un peu partout sur cette planète. Il y a des choses qui changent pas tant que ça, en fait. Et là, j'aurais vraiment voulu m'attriquer comme j'étais habillée, comme j'étais organisée en 1992. Mais j'avais un genre de toupette crêpée. J'avais les cheveux avec une permanente. À peu près cette longueur-là, d'ailleurs. Je n'avais 4 fois plus épais que ça. Je me faisais des tresses qui partaient d'ici, là, puis qui se rendaient en arrière, mais j'ai découvert que c'est une habileté qui se perdait avec l'âge. Et j'avais les yeux maquillés ici, là, c'était épouvantable. Si je me maquillais comme ça, là, ça me prenait 3 jours à l'enlever. Donc, j'ai abandonné et me couper un toupette, il n'y en est pas question. Vous pouvez vous imaginer. Donc, c'était ça au niveau de ma vie en 1992 et je garde un super bon souvenir de cette période-là. Au niveau lecture, je lisais énormément de classiques. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein. Je me rappelle que pour mon anniversaire, on m'avait offert l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. J'étais amoureuse de Cyrano de Bergerac. J'aurais pu réciter Autant n'emporte le vent, à l'endroit, à l'envers, le film, le livre, les différences entre les deux, les acteurs, tout. Que j'aurais gagné un concours de trivia sur Autant n'emporte le vent. C'est pas une blague. J'avais lu Orgueil et préjugés. J'étais persuadée que tous ceux qui parlaient anglais avaient un balai dans le derrière, mais qui était terriblement sexy. Et encore à ce moment-là, j'avais pas vu Colin Firth en chemise mouillée. C'est arrivé plus tard, ça là. J'avais été complètement flabbergastée par À l'Est d'Éden de Steinbeck. J'avais lu tous les Agatha Christie et surtout, 1992, c'est l'année où j'ai lu The Secret History, qui est le Maître des illusions, en anglais, parce qu'il n'était pas encore traduit en français à ce moment-là. C'est une de mes copines qui me l'avait prêté, une autre de mes copines m'en a fait cadeau l'année d'après dans cette superbe édition qui est vraiment maganée. Et si je vous montre de quoi à l'intérieur, vous allez rire. Vous voyez ici un petit chiffre d'écrit. Ce que ça voulait dire, c'était qu'il manquait un bout dans la traduction française versus la version anglaise. Je vous ai dit que j'avais une mémoire stupide, hein? Oui, j'ai une mémoire stupide, je m'en suis rendu compte. Et je m'amusais à les traduire d'un petit cahier qui est là-dedans, mais que j'ai pas retrouvé. Et parce que cette information va certainement vous passionner, il manquait, et là je cache le truc, 117 petits bouts dans le roman. Rien de moins. Et ça, pour moi, ça avait été une découverte parce que c'est la première fois qu'un roman moderne me faisait vivre ces émotions-là. J'étais sortie de ce roman-là complètement déboussolée parce que ces personnages-là, ils avaient vraiment vécu pour moi. Et la fin, la dernière phrase, c'est comme oh, « Mon Dieu! » J'avais trouvé ça d'une tristesse sans nom. Je me rappelle aussi en 1992, ils nous avaient fait faire une analyse de roman et nous avions analysé Le fantôme de l'opéra. Je me rappelle encore de ma superbe remarque sur le rythme du roman. Je devrais dire de notre superbe remarque parce que c'est avec mon amie Mélanie que nous avions fait ça. Nous avions écrit, et je cite, je m'en souviens par cœur, « À certains moments, l'action se déroule très rapidement. À d'autres, elle est très lente. En faisant une moyenne, nous dirions donc que le rythme est moyen. » On va dire que c'était l'ancêtre de mes billets de blog, mais qui avait 74 pages. Je me souviens aussi que j'avais lu la série La bicyclette bleue de Régine Deforge parce qu'il y avait eu des allégations de plagiat contre Autant n'emporte le vent. C'est vrai que quand tu lis les premières scènes, ça se ressemble terriblement. J'étais outragée. Bon, c'est tout à fait autre chose l'histoire ensuite, mais j'avais fait un article dans le journal de l'école et la mise en page de ce journal-là, oh mon Dieu, ça n'avait aucun bon sens. Je comprends pas pourquoi notre prof nous avait laissé faire. Écoutez, là, c'est un labyrinthe. Retrouver la suite des articles, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que j'écoutais à la télé? J'écoutais Chambre en ville et c'était sacré. J'avais choisi mes jours de patinage en fonction de Chambre en ville et ce n'est pas une blague. J'étais très très fan de Pete et Lola. J'étais bitch pourtant, mais bon, c'est une autre histoire. Côté anglophone, j'écoutais Beverly Hills 90210 et je me rappelle que je voulais que Donna finisse avec David et j'écoutais aussi Melrose Place, qui était un peu la série sœur. Et pour ça, ça se rapproche un peu de ce que Sylvain écoutait à l'époque. Côté film, j'ai assez peu de souvenirs parce que quand j'allais au cinéma, j'allais avec mes copains de l'époque, puis c'était presque tous des gars, et ils allaient presque tous voir des films d'action. Fait que j'ai vu bien des films d'action, mais je pourrais pas vous les nommer. Par contre, je me rappelle que j'avais écouté Basic Instinct et que la scène des jambes qui se décrochent, j'étais là, oh mon Dieu, nous pouvons faire ça. Ah d'accord. J'avais une peur bleue du tueur en série dans Le silence des agneaux et j'ai dû dormir la lumière ouverte après avoir écouté Dracula parce que j'avais peur d'appeler accidentellement Dracula et de l'inviter à entrer. J'avais 16 ans, pas 4. Incroyable, hein? Avec mes copines patineuses, nous écoutions Flamme sur glace, cette patineuse qui s'alliait avec un joueur de hockey pour tenter de gagner les Olympiques, rien de moins. Elle était totalement bitch et tout ce qu'elle disait à chaque fois qu'il se plantait, c'était « les pointes ». On n'appelait pas ça des pointes, nous autres on appelait ça des pics. Mais c'est pas grave.
J'étais aussi super fan du film Singles, qui était un peu les grunge. J'avais adoré Beignets de tomates vertes Fried Green Tomatoes et j'avais lu le roman aussi à l'époque. Et j'avais encore plus aimé le roman que le film. J'avais braillé ma vie devant My Girl l'été de mes 11 ans. Cette fin est horrible. J'avais été initiée au Dark Academia en film en plus de en livre avec un film qui s'appelait School Ties. Ça s'appelait Collège d'élite en français. Je pense que c'était La Différence en France. Mais c'était exactement le même pattern, là. Un jeune qui avait pas beaucoup de sous, qui arrivait dans un collège très, très huppé et il devait cacher des choses. Sinon, il allait être dénoncé. Ça me fascinait, tout ça. Et bien entendu, je regardais encore et encore mon film fétiche de secondaire 3 qui était La Société des poètes disparus. Je le sais par cœur. Et il y avait un livre aussi. C'est à ce moment-là que je l'ai lu. Il y avait un livre, mais j'ai appris après qu'il avait été tiré du film. Il est nul, le livre. Et en plus de ça, il a rajouté une espèce de scène par rapport. Bref, lisez pas ce livre-là. Écoutez le film. C'est beau. En 1992, je savais également Starmania par cœur. Je pense que je le saurais encore d'ailleurs. Puis quand je dis par cœur, là, c'est pas juste les chansons, là. C'est les textes entre aussi. Ouais, je pourrais vous réciter encore maintenant les espèces de monologues de Roger Roger. Je suis Roger Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ouais, je pourrais continuer. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi niveau lecture. C'est en 1992, en secondaire 5, que j'ai lu Les Fous de bassin d'Anne Hébert, qui est encore aujourd'hui un de mes romans préférés. Cette plume-là, ça m'avait fascinée. C'est hyper marquant. Côté musique, qu'est-ce que j'écoutais? Bon, j'ai toujours écouté des quétaineries des années 90, des vieux chanteurs français de mes parents. C'est ça qu'on écoutait à la maison, donc c'est ça dont je me souviens le plus. J'écoutais aussi beaucoup de musique classique, des musiques de films et des cassettes de mix. Le concept à l'époque, c'était d'écouter la radio et quand on sentait arriver une tune qu'on aimait, on pesait sur Play Record. Moi, j'avais un super concept, c'est que mon play record était tout le temps là, puis j'avais pause aussi, donc il suffisait d'enlever le pause et c'était révolutionnaire. Et tout ce qu'on espérait dans tout ça, c'était que l'animateur de radio parle pas trop au début et qu'il coupe pas la toune. J'en ai encore de ces cassettes-là, mais je suis pas sûre s'ils fonctionneraient. Oui, en 1992, il y avait les CD, mais j'ai eu mon premier lecteur de CD way after tout le monde. Je vais être à l'université en 94. Puis entre amis ou avec nos kicks, c'est ça qu'on faisait, on se donnait une cassette de mix. C'était the cadeau. En musique québécoise, j'écoutais Richard Desjardins, Daniel Bélanger et ça ressemble pas mal à ça. J'avais aussi découvert Barbara cette année-là. Et là, c'est pas québécois, mais je vous explique pourquoi j'en parle là. C'est que Marie-Carmen, qui est une chanteuse québécoise, avait fait une reprise de L'Aigle Noir. Et c'est à ce moment-là que j'avais découvert Barbara et ça avait été une histoire d'amour. Qu'y avait-il sur les cassettes? J'en avais deux sortes, c'est-à-dire que j'avais la musique que j'écoutais plus moi à la maison. J'écoutais les Red Hot Chili Peppers, j'écoutais Nirvana, U2, l'éternel U2, Pearl Jam aussi. Scorpions, Guns N' Roses, ça c'était pas mal ça que j'écoutais chez nous. Mais quand j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à écouter de la musique dance. Genre tout ce qu'il y a sur la compilation Dance Mix 93. Pourquoi 93? Parce que sur l'année 93, c'était les tunes qui étaient sorties en 92. Je me rappelle particulièrement de Rhythm is a Dancer de Snap. Je disais, c'est ma tune. Je sais pas pourquoi. On chantait I'm Too Sexy, It's My Life, To Princess, ben des chansons de R.E.M., puis ben des tunes dance qu'on n'a plus jamais entendues depuis, genre ah la 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 long long li long long long, ce genre de truc-là, c'était ça. C'est ça qui passait dans les bars. Je me rappelle aussi que j'étais capable de chanter du début à la fin We Didn't Start the Fire de Billy Joel, mais me semble que ça, c'était sorti quand j'étais en secondaire 3. Mais c'est pas grave, c'est un peu un running gag avec mes chums, fait que c'est pour ça que j'en parle maintenant. Si on passe maintenant au thème que nous propose Sylvain. Donc, il s'agit d'un retour nostalgique en 1992 et on commence par une relecture. Vous allez voir, là, il y a pas mal de relectures dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui parce que j'ai décidé de jouer le jeu. Par contre, celle-là, je vous ai parlé tout à l'heure de The Secret History, je suis en train d'essayer de le lire en espagnol. Je suis rendue à peu près la moitié, si ça continue, je le finirai jamais, mais en avril, je vais essayer de lire 10 pages en espagnol par jour pour avancer. Donc, ce sera la relecture officielle. Mais vous allez voir, je me donne le moyen de tricher. Deuxième sous-catégorie, le livre d'une collection. Je sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, il y avait des collections de livres, genre la collection Frisson, les livres dont vous êtes le héros. J'aurais pu choisir les Dragonlance de Y.C. Hickman, parce qu'il me semble que c'est à cette époque-là que je les ai lus. Je les ai encore. C'est toute une collection particulière. Moi, la collection que j'ai choisie, ce sont les vieux Agatha Christie. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80-90, il y avait cette collection d'Agatha Christie qui était tout petit. J'en ai pas ici, moi je vais en lire une nouvelle édition, mais dessus, il y avait une photo où il y avait des couteaux sanglants, un fusil fumant ou encore un sachet d'arsenic qui semble avoir été utilisé. Je vais essayer d'en trouver puis d'en mettre ici des couvertures.
Pour l'Agatha Christie que j'ai choisi, ça va être une relecture parce que je les avais lus en français à cette époque-là, dans la dite collection qu'ils avaient toutes à la bibliothèque du lycée. Moi, je vais lire Partner in Crimes, c'est le premier de Tommy and Tuppence, et je décide de lire celui-là parce qu'il y a à peu près 15 ans, on s'est lancé un défi avec les copines, qui était de lire tous les romans qui étaient mentionnés dans l'épisode de Unicorn and the Wasp de Doctor Who, et dans la liste en question, qu'il faut lire en ordre chronologique, sinon c'est pas drôle, il y a le tome 2 de Tommy and Tuppence, et moi, j'ai pas lu le 1. Du moins, j'ai pas relu le 1. Donc, je vais relire celui-là pour pouvoir continuer le défi qui traîne depuis 15 ans. J'ai de la suite dans les idées, hein? Troisième consigne, un livre jaune. Et là, j'en ai choisi 2. Le premier en hommage à Sylvain, c'est-à-dire que j'ai quelque part une édition vieille et jaune du Magicien d'Oz. Donc, je vais essayer de le lire en avril parce que Sylvain adore ce roman-là. Il est d'ailleurs dans un trip assez intense, le Magicien d'Oz. Mais là, je sais pas où il est. Fait que si je le trouve pas, je vais relire également cette jolie version de The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. Et celui-là, il m'a été donné par Catherine des lectures de Grumpy Cat lors d'un swap. Il est très beau et très jaune. Quatrième sous-catégorie, un livre de maman. C'est-à-dire un livre que lisait notre maman. À cette époque-là, ma maman, elle travaillait. Elle était prof de première année et elle était très, très impliquée. Donc, ce qu'elle lisait, c'était des livres de cours pour les enfants de première année. Quand elle voulait se reposer, elle lisait du Danielle Steel. J'ai toute la collection ici, mais je vais pas lire ça, et c'est pas parce que je trouve ça quétaine, c'est parce que je les ai déjà tous lus à l'époque, puis quand même, ça me tente pas. J'aurais pu prendre un Harlequin aussi, parce que maman relisait les vieux Harlequins de sa mère. Je les ai tous en bas. J'ai le numéro 1. Je vous l'ai déjà montré, je pense, hein? Tu sais, les blancs, là? Ouais, j'ai le 1. J'ai décidé de détourner un peu et de prendre un livre qui avait appartenu à ma maman. Ici, c'est Les Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux. Je l'ai déjà lu ado, je ne m'en souviens absolument plus, je n'ai pas fait de billet de blog, puis quand je fais pas de billet de blog, ben souvent c'est comme si je l'avais pas lu, j'oublie. En fait, non, j'oublie pas le roman, mais j'oublie ce que j'en avais pensé. Donc, si vous pouvez voir, hop, il y a le nom de ma maman. Mon autre option pour le livre de maman, c'est un livre que maman a lu et qu'elle a adoré il n'y a pas si longtemps. C'est La promenade au phare de Virginia Woolf. Et je me rappelle plus si je l'ai lu. Puis si je l'ai lu, là, c'est encore une fois ado. Mais je pourrais peut-être lire ça pour un livre que maman a adoré. Ouais, j'ai détourné le truc. Ensuite de ça, un roman d'anticipation qui avait été écrit en 1992. Là, j'ai rushé. Mais j'ai trouvé, dans une petite pile-là, j'aurais dû le sortir d'ailleurs, une nouvelle qui s'appelle Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Donc, ouais, ça marche plus ou moins, mais ça marche. En fait, ce que Sylvain aurait voulu, c'est qu'on lise un roman qui avait été publié en 1992, qui s'imaginait ce que maintenant serait. Mais là, ça n'a clairement pas été écrit en 1992, mais est-ce grave? Ce n'est pas grave. Avant-dernière sous-catégorie, c'était un roman québécois. J'en ai beaucoup, mais j'en ai pas tant des vieux. Dans ceux que j'ai et qui sont vieux, et là, c'est honteux, je vais lire le 3e tome des chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, qui est La Duchesse et le Roturier, et non, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu presque tout le théâtre de Michel Tremblay, mais assez peu de ses romans. J'ai surtout lu ceux qui étaient autobiographiques. Donc, on va lire La Duchesse et le Roturier. Puis ce qui est cool dans Michel Tremblay, c'est que ses personnages reviennent d'un roman à l'autre, donc je suis pas mal sûre que je les ai déjà rencontrés, les personnages qu'il va avoir là-dedans, même si je sais pas trop c'est qui, mais je m'en doute, c'est peut-être Édouard. En tout cas, on va voir. Et finalement, un best-seller de l'année 1992. Et là, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de listes que j'ai parcourues pour en trouver un qui me tentait. Mais il y en a eu un finalement, puis je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui lisait dans l'avion quand je suis allée à Paris. C'est un roman qui est sorti à la fin de l'année 1992. C'est un Stephen King et c'est Dolores Claiborne, que je n'ai jamais lu et que je vais lire ce mois d'avril pour ce readathon. Je pense qu'il n'est pas si long en fait. Je pense qu'il n'y a pas 1000 pages celui-là, fait que je devrais y arriver. Alors voilà, c'est tout pour ce petit voyage dans mon adolescence en 1992. Je sais, je parle pas beaucoup de livres, je raconte ma vie, mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. J'aimerais donc savoir si vous décidiez de participer à ce défi, quelle année vous choisiriez et pourquoi. Et comme emoji, vous pouvez me mettre n'importe quoi qui est de couleur fluo. Ça peut même être un crayon fluo parce que dans ce temps-là, c'était les belles années du fluo. Oui, encore. Comme d'habitude, les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Un like également, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, bonne fin de journée et à la prochaine!